Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à une de mes dernières vidéos dans laquelle je vous partage mes astuces pour se former en ligne totalement gratuitement, j'ai mentionné une formation d'Open Classroom sur la gestion du temps et je vous ai demandé sur Instagram si cela vous intéressait que je vous fasse un best-of des conseils que j'ai appris grâce à cette formation, et donc c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc ici je n'ai gardé que 8 conseils, qui est donc ce que je considère le best-of, en tout cas pour des lycéens, collégiens, étudiants, puisqu'il y avait également une partie sur par exemple comment dire non à son manager, ou encore comment organiser sa semaine par rapport aux jours de télétravail de certains, ou même comment mener une réunion efficacement. Conseils qui pour le moment ne vous intéressent pas forcément, peut-être que je me trompe et peut-être que cela fera l'objet d'une partie 2, je ne sais pas, mais pour l'instant j'ai vraiment gardé uniquement les conseils qui sont applicables, j'ai envie de dire à tout âge, mais libre à toi d'aller te renseigner directement sur le site d'Open Classroom, et je suis persuadée que la formation te plaira parce qu'honnêtement extrêmement qualitative et personnellement je l'ai adorée. Donc avant de me lancer dans l'énumération de ces 8 conseils, je vais revenir sur une petite définition de la gestion du temps qu'Open Classroom a mentionné, que j'ai trouvé très intéressante. Il se trouve que au niveau des ressources humaines, la gestion du temps est considérée comme une soft skill, c'est-à-dire que c'est un savoir-être que tu vas acquérir et qui va être quasiment transposable dans tous les métiers. Et j'ai envie de dire même dans tous les métiers, c'est sûr, et ça va même être transposable dans ta vie personnelle. Il faut bien avoir conscience que la gestion du temps n'est pas du tout une compétence innée, et on le verra à travers les 8 conseils, et donc c'est pour ça qu'il existe bien des techniques et méthodes pour nous aider à mieux gérer notre temps au quotidien. Donc la première règle que je souhaite te partager, c'est la règle dite des 2 minutes. Celle-ci dit que si une tâche prend moins de 10 minutes à réaliser, alors il faut la faire tout de suite. Pourquoi ? Eh bien en fait imaginons cette tâche c'est tu viens de manger, t'as la vaisselle à faire, la vaisselle ça prend moins de 2 minutes. Je sais personnellement que j'ai des gros problèmes à faire la vaisselle, mais j'essaye de me motiver à la faire au fur et à mesure pour éviter de me sentir totalement dépassée par la situation. Eh bien comme cette tâche dure moins de 2 minutes, clairement quand il y a une assiette et 2 couverts, il faut la faire tout de suite parce que sinon tu ne la feras jamais. Tu vas la repousser. Et rien que le fait d'y penser, de prendre le temps de réfléchir, en fait, si tu l'avais fait, eh bien, ce serait terminé. Et ça va être pareil, par exemple, si tu vas recevoir un mail auquel tu peux répondre en 2 minutes, rien que le fait de le lire, d'y réfléchir, de penser à ta réponse, eh bien, fais-le tout de suite. Parce qu'en fait, si tu repousses l'échéance, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, il te faudra de nouveau ce temps de réflexion quand tu voudras t'y remettre. Et donc, en fait, au final, sur le long terme, ce sera une énorme perte de temps. Deuxième conseil, et c'est une méthode, c'est la méthode des 5 S. Alors cette méthode, elle sert à préparer son environnement de travail. D'autant plus pour ma part, vu que je travaille depuis chez moi, mais bon, confinement oblige, les étudiants, les lycéens, etc. C'est un peu la même chose, donc je vous recommande vraiment de vous y tenir, ça vous aidera énormément. Donc 5 S, c'est pour 5 mots qui viennent du japonais, je crois, et je te mettrai à chaque fois le petit mot ici, mais je ne vais pas m'aventurer dans la prononciation, pas du tout. Donc première chose, il faut faire le tri. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me rends bien compte que sur mon bureau, il y a plein de papiers qui traînent, etc. et que ça occupe visuellement mon esprit et que je ne suis plus concentrée. Donc je prends le temps de classer tous mes documents. J'ai des classeurs pour chaque catégorie. Donc je vais avoir un classeur pour la comptabilité de ma société, les papiers des impôts, les banques, les assurances. Et comme ça, je garde tout au même endroit et quand j'ai besoin d'un papier, je sais où aller le chercher et c'est rangé. Et j'ai différents porte-vues en fonction de mon degré d'utilisation. Par exemple, pour la compta à faire tous les mois avec les tickets de caisse, etc., je vais avoir quelque chose de bien plus accessible que pour les papiers des impôts dont je me sers une fois par an. Deuxième chose, limiter les déplacements. Dans le sens où toutes les choses que tu dois utiliser le plus souvent, comme je disais, il va falloir qu'elles soient à portée de main. Parce que sinon tu vas perdre du temps. Donc typiquement ma trousse, moi, elle est sur un petit rangement sous mon bureau. J'ai juste à le tirer, hop, ma trousse est là. Et pour autant, je n'ai rien sur mon bureau. Et ça fait place nette et je préfère énormément. Et donc le troisième point, c'est soigner la propreté. Moi de base, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup quand tout est propre, tout est clean. Je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas vivre dans un espace bordélique. C'est ma personnalité, c'est comme ça, donc d'une certaine façon, tant mieux. Mais ça me conduit parfois à la procrastination parce qu'au lieu de travailler, je finis par ranger. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Donc on ne laisse pas de traces de café sur son bureau, on ne laisse pas de miettes du goûter, on nettoie tout en permanence. Il faut que ce soit clean. Tous les soirs quand tu quittes ton bureau, il doit être clean. Ensuite, mettre en place des process. Sur mon bureau, moi il y a toujours que 2 choses. Un cahier dans lequel je note mes tâches de la journée parce que le matin, ça m'aide vachement à savoir ce que je vais faire même si je les ai toutes aussi au format numérique, mais un cahier, comme ça je vois visuellement et je sais où j'en
suis et je prends des notes sur ce qui se passe au cours de la journée, ainsi qu'un petit bloc-notes jaune parce que ça me permet de prendre des notes, des appels téléphoniques, des mails, etc. et je sépare bien les deux entre les tâches à faire et les informations que je reçois dans la journée. Et enfin, dernier point, évidemment, faire évoluer ces méthodes. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain que ce petit carnet jaune me serait utile. Je m'en suis rendu compte parce que toutes les informations se mélangeaient et c'est pour ça que je suis passée à 2 carnets. Mais dans les faits, tu n'es pas obligé de faire comme moi, loin de là, ça dépend comment tu fonctionnes. Et pour le coup, je te recommande vraiment d'adapter tes process pour qu'ils te correspondent à toi. Donc oui, notre environnement de travail influe énormément sur notre productivité. Donc oui, c'est vraiment essentiel de devoir le garder clean, d'autant plus étant donné la situation où on est tous enfermés chez nous à devoir travailler dans des petits espaces. Troisième conseil, structurez votre journée de la façon suivante. Commencez par vous réserver des plages horaires le matin d'1 heure à 2 heures pour faire les tâches les plus importantes de la journée. Vous devez commencer par ce qui compte le plus. Typiquement, tourner une vidéo, commencez par faire ça le matin ou l'écrire. A contrario, vous pouvez garder les tâches qui sont récurrentes ou qui ne demandent pas beaucoup de réflexion tout simplement pour l'après-midi. Et là, je vous conseille plutôt d'utiliser la méthode du Pomodoro. Dans ce cas-là, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et l'après-midi, il y a de grandes chances, très honnêtement, que votre esprit fonctionne comme 95% de la population et ait bien plus de mal à se concentrer et fonctionne bien mieux sur des petites tranches horaires de travail. Alors que le matin, vous verrez, vous aurez plus de facilité à travailler plus longtemps. Quatrième point, se créer une to-do list efficace. Alors on a commencé à en parler, le fait que tous les jours j'avais ma to-do list de prête. Alors pour réaliser cette to-do list, il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode de la matrice d'Eisenhower qui consiste simplement à se poser 2 questions pour chacune des tâches de ta to-do list. Les 2 questions sont: la tâche est-elle urgente ou est importante? Si elle est les 2 à la fois, ça doit être la tâche que tu vas faire le matin et sur laquelle tu vas consacrer le maximum d'énergie. Si elle est importante et non urgente, alors tu peux la planifier et fixer une deadline. Si elle est urgente et non importante, alors tu peux peut-être essayer de la déléguer. Alors là, ça s'applique peut-être pas trop aux étudiants parce que je te conseille pas de déléguer tes devoirs, mais lorsque tu travailleras en entreprise, oui, ça peut être quelque chose que tu peux faire, déléguer. Si elle est non urgente, non importante, je t'assure, il faut que tu te poses cette question parce que je ne l'ai pas fait pendant longtemps et je me suis rendu compte que c'était très important. Est-elle obligatoire ? Et moi, parfois, quand je réponds qu'elle est non urgente, non importante, je finis juste par pas faire la chose. Et c'est pas si grave, parce que c'est peut-être quelque chose que j'avais noté qui, au final, n'a plus d'importance. Et c'est pas grave, on passe à la suite. Prioriser tes tâches de cette façon va donc te permettre de t'assurer que le soir, en te couchant, tu auras fait les tâches les plus importantes et les plus urgentes. D'ailleurs, la loi de Parkinson nous apprend que plus on aura de temps pour réaliser une tâche, plus celle-ci va s'étaler dans le temps et va nous demander de temps au final. Donc en gros, plus tu vas avoir de temps, plus tu vas traîner pour la faire, d'où l'importance de se fixer des deadlines. Walt Disney disait que la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. N'oublie pas aussi que lorsqu'une tâche te paraît énorme, c'est que tu ne l'as pas divisée en sous-tâches et c'est très important de bien diviser en des petites tâches, les plus petites possibles presque, pour te permettre de ne pas te retrouver face à une montagne. Et là, je vais citer Confucius qui dit « Ce n'est pas que l'objectif est trop haut, c'est que le nombre de marches est insuffisant ». 6e conseil, identifiez vos voleurs de temps. J'aime beaucoup cette notion parce que clairement, je pense qu'on a tous nos petits voleurs de temps préférés qu'il faudrait éradiquer. Et les 2 voleurs de temps vont être les voleurs de temps actifs et les voleurs de temps passifs. Donc les voleurs de temps actifs, c'est ce que tu vas recevoir en permanence et qui va distraire ton esprit. Les notifications, les mails, les réseaux sociaux, tout ça ne va pas t'aider à être productif. Les voleurs de temps passifs vont être des moments d'attente, donc par exemple dans une file d'attente ou bien quand tu es dans des transports en commun. Ces temps-ci, je te jure, tu peux les optimiser. Typiquement, j'adore prendre le train, déjà parce que c'est bien plus écologique que d'autres moyens de transport. Également parce que j'adore travailler dans un train. J'ai formaté mon cerveau quand je rentre dans un train, je travaille, je suis hyper efficace. Et bien ça, c'est un moyen de mettre à profit un temps qui de base était un voleur de temps au profit de ta productivité. Et donc là, chacun peut s'améliorer sur certains points, ça va vraiment être propre à chacun d'entre nous. Pour autant, je pense que utiliser son smartphone ne doit pas non plus être diabolisé. Il y a des méthodes pour utiliser son smartphone de manière efficace et au service de ta productivité. Pour ma part, par exemple, j'adore utiliser 2 applications qui sont Forest et Noisely, qui me permettent de Forest de couper toutes les notifications et Noisely de mettre
un bruit blanc, donc c'est des bruits de forêt, de montagne, etc. pour me permettre de me focus. Et le fait de ne pas m'empêcher d'avoir mon téléphone, mais de l'avoir quand même au cas où je reçois vraiment quelque chose d'important, un mail, etc., qui me prendrait potentiellement moins de 2 minutes et qui donc pourrait nécessiter mon attention, me rassure et ça évite que je sois dans une situation où je mets mon téléphone à l'autre bout de la pièce et au final, je passe mon temps à faire des allers-retours, pas du tout efficace. Testé, non approuvé. Étant donné que tous ces voleurs de temps sont dans notre quotidien, il faut que tu prennes en compte ce qu'on appelle la loi de Pareto, qui est aussi appelée la loi des 80-20, et cette loi dit que 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Donc maintenant, lorsque tu fais ton planning, étant donné que tu as conscience de ce problème, je te recommande de prévoir des plages horaires plus longues. Donc je vais vous mettre une capture d'écran tout de suite de mon planning, de mon Google Agenda, et tu vas voir que j'ai utilisé un code couleur avec des événements récurrents type mes séances de sport, les matins où je commence par répondre à mes DM, les matinées administration du lundi matin. Bref, des choses qui ne changent pas. Après, je vais avoir une autre couleur pour les tâches à faire qui changent toutes les semaines. Et enfin, je vais avoir une autre couleur encore pour ce qui va être réunion, rendez-vous. Dernière petite astuce pour pallier au problème de la loi de Pareto, je ne prévois jamais rien le vendredi après-midi. Pour le moment, il ne m'est jamais arrivé de ne pas avoir de travail pour autant, mais le vendredi après-midi, je le laisse toujours off et ça me permet de rattraper, si tu veux, le retard que j'ai fait sur ma semaine. Et vraiment, c'est essentiel, je pense, d'avoir au moins une après-midi off pour justement réussir sur la semaine à s'organiser et à rattraper son retard. Parce que si tu prévois trop de tâches, en fait, tu vas juste être découragé à la fin de ne pas avoir réussi à tout accomplir. 7e point, il faut renoncer à la procrastination. Je sais, c'est pas facile, mais en fait la loi de Laborie nous explique qu'il est totalement naturel et qu'il faut déculpabiliser. Notre esprit va simplement avoir tendance à préférer réaliser des actions qui vont nous apporter un sentiment de satisfaction immédiate, sauf que c'est pas du tout positif parce que ces actions-ci ne vont pas te permettre d'avoir un sentiment de satisfaction sur le long terme en accomplissant réellement de vrais objectifs. Typiquement, regarder Netflix, ça va te faire du bien sur le coup, et je dis pas qu'il faut le bannir, c'est très agréable de temps en temps de se laisser le temps de regarder une série. Je dis juste que lorsque tu as prévu de travailler, il ne faut pas céder à la tentation de faire autre chose. Et vraiment, je te le dis, la procrastination, c'est une histoire de quelques minutes, dans le sens où si tu te mets à travailler, tu te rendras compte que c'est beaucoup moins difficile. Et moi, quand j'ai vraiment du mal, ce que je fais, c'est que je me dis, bon allez, je travaille 10 minutes, au final, j'arrive à travailler 1 heure, alors que si je me dis, allez, je travaille 3 heures, tu peux être sûr que quelques minutes plus tard, je suis de nouveau sur YouTube ou sur Netflix. Autre chose qui m'aide à éviter de procrastiner, par exemple si c'est écrire un script de vidéo ou tourner une vidéo, eh bien je dis à mes potes, ouais, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à relire. Et j'ai de très bons amis qui sont toujours chauds pour m'aider, et donc on fixe une date en mode, bon bah ce soir, ok, on s'appelle à 18h et on relit le script. Bon bah là, j'ai plus le choix, j'ai intérêt à bosser, et le fait de savoir que d'une certaine façon, je dois quelque chose à quelqu'un et il faut que je le fasse avec cette personne à ce moment-là, sinon elle ne voudra plus m'aider à l'avenir, et bien vraiment ça m'aide parce que du coup, au moins j'ai une deadline qui ne dépend plus que de moi, et donc je ne peux pas me contenter de regarder Netflix en me disant que je le ferai demain. Et enfin, 8e point qui va t'aider à anticiper les imprévus, c'est la connaissance de la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut aller mal ira mal. Elle est aussi connue sous le nom de la loi de l'emmerdement maximum, et en entreprise on dit que sur un projet, environ 20% du temps d'un projet sera lié à la gestion des imprévus. Donc exactement comme je disais tout à l'heure sur ton Google Agenda, n'hésite pas à prévoir des plages horaires plus longues, et puis s'il n'y a pas d'imprévu, tant mieux, t'as le droit à une petite récompense, parce qu'il ne faut pas oublier d'également prévoir des plages horaires de plaisir. Ça t'évitera d'y céder pendant les plages horaires de travail. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je pense que c'était une bonne synthèse de toutes les lois un peu qu'on entend un peu partout sur tous les réseaux sur la gestion du temps. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas également à me le dire en commentaire, à me contacter en DM sur Instagram. Je réponds toujours à tout le monde, et comme ça me prend moins de 2 minutes en ce moment, je le fais au fur et à mesure. Je n'ai pas de retard. J'en suis très contente. Donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't